Au dîner, maman m'a dit que j'avais un mois pour trouver un nouveau logement, on a vendu la maison. Dehors. Ils sont partis, me laissant seul. Je m'appelle Amélie Valois. J'ai 26 ans et je vis au 42 rue des Chênes. Ma mère n'a pas crié. Elle n'a pas jeté d'assiette. Elle n'avait même pas l'air en colère. Elle s'est contentée d'essuyer sa bouche avec une serviette en papier, l'a posée sur la table et m'a regardé. Amélie, a-t-elle dit. Sa voix était calme. C'était la même voix qu'elle utilisait pour commander un café. Nous avons vendu la maison. Nous déménageons demain. Tu as un mois pour trouver un nouveau logement. Tu ne viens pas avec nous. La pièce est devenue silencieuse. J'ai eu froid instantanément, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver. J'ai regardé mon père, espérant qu'il dirait quelque chose, espérant qu'il lui dirait que c'était une mauvaise blague. Mais il a continué à fixer son assiette, poussant ses petits pois avec sa fourchette. Ma sœur aînée, Juliette, a eu un sourire en coin derrière son verre d'eau. Ma petite sœur, Chloé, s'est penchée et a chuchoté « Bonne chance pour payer le loyer ». Ils ne m'ont pas demandé si j'allais bien. Ils ne m'ont pas demandé où j'irais. Ils voulaient juste que je parte. Le lendemain matin, la maison était vide. Ils ont pris les meubles. Ils ont pris les photos de famille. Ils ont aspiré la vie des pièces. Ils m'ont laissé dans une coquille vide. Mais ils ont fait une énorme erreur. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils ne connaissaient pas la vérité sur la personne qui avait réellement signé les papiers. 6 mois plus tard, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. « Pourquoi es-tu encore là ?» J'ai regardé le message et j'ai commencé à rire. Elle n'en avait aucune idée. Je m'appelle Amélie Valois. J'ai 26 ans. J'ai appris à être invisible quand j'avais 6 ans. Ce n'était pas un tour de magie. C'était une compétence de survie. Je me souviens clairement de ce jour. C'était un mardi. J'étais rentré de l'école avec un dessin dont j'étais fier. C'était une image de notre maison avec un grand soleil jaune et 4 bonshommes allumettes se tenant la main. J'ai couru dans la cuisine, excité de le montrer à ma mère. Elle était au téléphone. Elle a levé la main pour m'arrêter avant même que j'ouvre la bouche. Je suis resté là, figé sur place, attendant qu'elle finisse. J'ai attendu 10 minutes. Mes jambes commençaient à me faire mal. Quand elle a enfin raccroché, elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé au-delà de moi, vers ma sœur aînée, Juliette, qui venait d'entrer. « Juliette, as-tu trouvé ta robe pour le bal ?» a demandé maman, sa voix vive et intéressée. J'ai baissé mon dessin. Je l'ai plié en 2, puis encore en 2 jusqu'à ce qu'il devienne un petit carré. Je l'ai mis dans ma poche et je suis allé dans ma chambre. Ce soir-là, je l'ai jeté à la poubelle. C'était la première leçon. Ne pas interrompre. Ne pas réclamer d'attention. Ne pas prendre de place. À 26 ans, j'avais perfectionné cet art. Je m'appelle Amélie. Pour le monde extérieur, je suis une ingénieure en logiciel accompli. Je gagne bien ma vie. Je résous des problèmes complexes. Je dirige une équipe de développeurs qui me respectent. Mais dès que je franchissais le seuil de la maison de mes parents, je cessais d'être Amélie l'ingénieur. Je devenais Amélie le meuble. Je vivais à la maison non pas parce que je n'avais pas les moyens de partir, mais parce que c'était attendu, ou du moins c'est ce que je me disais. La vérité était plus dure à admettre. Je restais parce que je désespérais qu'ils me remarquent. Je pensais que si je restais assez proche, si j'étais assez utile, ils finiraient par me voir. Ils ne l'ont pas fait. Ma vie dans cette maison se vivait dans les marges. J'étais le bruit de fond de leur événement principal. Prenez mon 25e anniversaire par exemple. C'était un samedi. Je l'attendais avec impatience depuis des semaines. Je pensais qu'on pourrait peut-être aller faire un bon dîner, juste nous 5. Je ne voulais pas de fête. Je voulais juste un repas où je choisirais le restaurant. 2 jours avant mon anniversaire, ma petite sœur, Chloé, a eu une crise. Son petit ami de 3 semaines avait rompu avec elle. Elle avait 19 ans et était dramatique. Elle a pleuré sur le sol du salon pendant des heures. Ma mère s'est précipitée à ses côtés. « Oh, mon pauvre bébé !» roucoulait-elle en caressant les cheveux de Chloé. « Ma pauvre petite chérie.
Mon père rôdait à proximité, l'air inquiet. Qu'est-ce qu'on peut faire, demandait-il. On devrait lui acheter une glace? On devrait l'emmener faire du shopping. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, tenant mes clés de voiture. J'étais sur le point d'aller travailler, mais je me suis arrêté. Maman, ai-je dit doucement. À propos de samedi. Maman a relevé la tête brusquement. Ses yeux étaient perçants. Amélie, franchement, tu ne vois pas que ta sœur souffre? Comment peux-tu être aussi égoïste en ce moment? J'ai senti la piqûre familière dans ma poitrine. Je voulais juste savoir si on allait toujours dîner. On ne peut pas aller dîner, a dit maman en se tournant vers Chloé. Chloé est trop bouleversée pour être en public. On commandera des pizzas et ne t'attends pas à un gâteau. Je n'ai pas le temps de faire de la pâtisserie. Pour mes 25 ans, nous avons mangé une pizza tiède dans le salon en regardant la comédie romantique préférée de Chloé. Personne n'a dit bon anniversaire. Personne ne m'a donné de carte. J'ai passé la soirée à remplir le verre d'eau de Chloé et à débarrasser les boîtes de pizza. C'était mon rôle. J'étais la joueuse utilitaire. Si Internet tombait en panne, il criait après Amélie. Si le lave-vaisselle cassait, il criait après Amélie. S'ils avaient besoin d'argent pour un prêt à court terme qui n'était jamais remboursé, ils venaient voir Amélie. Mais quand il s'agissait des bonnes choses, des vacances, des célébrations, j'étais un fantôme. L'été dernier, ils ont prévu un voyage à l'île Maurice. Je les ai entendus en parler au petit déjeuner. Maman regardait les hôtels sur son iPad. Papa parlait des terrains de golf. Juliette regardait des bikinis en ligne. Ça a l'air sympa, ai-je dit, essayant de garder une voix décontractée. Quand est-ce qu'on part? La table est devenue silencieuse. Juliette a eu un sourire narquois dans sa tasse de café. Oh, Amélie, a dit maman sans lever les yeux de son écran. On ne pensait pas que tu voudrais venir. C'est très cher, et on sait que tu économises ton argent. J'ai de l'argent, ai-je dit. Je peux payer ma part. C'est déjà réservé, a dit papa rapidement. Il parlait toujours vite quand il mentait ou était mal à l'aise. On a pris seulement 2 chambres. Il n'y a pas de place. Pas de place, ai-je répété. Ils sont allés à l'île Maurice pendant 10 jours. Je suis resté à la maison et j'ai arrosé les plantes. Je me suis occupé du chien. J'ai rentré le courrier. J'ai regardé leurs photos apparaître sur les réseaux sociaux. Des visages souriants, des plages de sable blanc, des couchers de soleil. Dans chaque légende, maman écrivait « Le temps en famille est le meilleur des temps ». Je n'étais pas sur les photos. Je n'étais pas dans les légendes. Je n'étais pas dans leurs esprits. Ce n'était pas juste les grandes choses. C'était l'érosion quotidienne de mon estime de soi. C'était la façon dont ils me coupaient la parole au dîner. Si je commençais à raconter une histoire sur ma journée, Juliette m'interrompait avec une histoire sur son cours de gym et tout le monde se tournait vers elle. Si j'exprimais une opinion sur un film, Chloé levait les yeux au ciel et disait « Tu as des goûts tellement ennuyeux, Amélie ». Et maman acquiesçait simplement. Chloé a raison. Amélie, tu es un peu terne. Terne, ennuyeuse, calme, stable. C'est comme ça qu'il me voyait. J'étais la vieille berline fiable garée dans l'allée tandis que mes sœurs étaient les voitures de sport à accent grave-l'œil. On ne prend pas de photos de la berline. On ne se vante pas de la berline. On s'attend juste à ce qu'elle démarre quand on tourne la clé. Et quand on a fini avec elle, on la gare et on oublie qu'elle existe. Mais ils ne connaissaient pas la vérité. Ils ne savaient pas que l'ennuyeuse Amélie était ingénieure senior dans une grande entreprise technologique. Ils ne savaient pas que j'investissais en bourse depuis mes 18 ans. Ils ne savaient pas que j'avais monté une entreprise parallèle de conception d'applications qui rapportait plus d'argent que ce que mon père gagnait en un an. Je ne leur ai jamais dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils n'ont jamais demandé. Pour eux, j'étais juste Amélie qui réparait le Wi-Fi. Amélie qui ne sortait pas assez. Amélie qui portait des vêtements simples et ne se maquillait pas assez. J'ai gardé mon succès secret. C'était la seule chose qui était vraiment à moi. Dans une maison où je n'avais aucune intimité et aucune voix, mon compte en banque était ma rébellion. C'était mon armure secrète. Je rêvais qu'un jour je le révélerais. J'imaginais un moment où je leur achèterais à tous des cadeaux coûteux et où ils me regarderaient enfin avec respect.
Il dirait, waouh, Amélie, on t'a sous-estimé. On est désolé. Mais au fil des années, ce rêve s'est estompé. J'ai réalisé qu'ils se fichaient de ce que je faisais. Ils ne se souciaient que de ce que je pouvais faire pour eux. Alors, je suis restée silencieuse. J'allais au travail. Je rentrais. Je mangeais en silence. Je faisais la vaisselle. J'allais dans ma chambre. J'étais la fille qui ne prenait jamais de place jusqu'au jour où ils ont décidé que je ne méritais plus aucune place du tout. Pour comprendre pourquoi je ne me suis pas battue plus tôt, vous devez comprendre la hiérarchie de notre maison. C'était un royaume et tout le monde avait un rang. Au sommet siégeait ma mère, Hélène. Maman était la reine. Ce n'était pas un tyran bruyant. C'en était un froid. Elle régnait par le silence et la déception. Son amour était une monnaie, et le taux de change variait chaque jour. Si vous étiez belle, si vous étiez d'accord avec elle, si vous la faisiez passer pour une bonne mère devant ses amis, vous gagnez une miette d'affection. Mais si vous l'embarrassiez, si vous étiez en désaccord, vous étiez exclu. Maman se souciait des apparences plus que tout. Elle voulait la maison parfaite, la pelouse parfaite et les filles parfaites. Juliette et Chloé entraient dans le moule. Elles étaient bruyantes, blondes et sociales. Elles savaient jouer le jeu. J'étais brune, calme et introvertie. J'étais un bug dans son image parfaite. Maman ne me criait pas dessus. Elle méditait. « Tu portes ça ?» demandait-elle en regardant mon pull. « Ça te donne l'air si effacé. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Juliette ?» soupirait-elle. Elle a tellement d'amis. Elle m'érodait jour après jour. Elle me faisait sentir que mon existence même était un fardeau qu'elle tolérait gracieusement. Ensuite dans la hiérarchie, il y avait mon père, Robert. Papa était le bouffon qui avait perdu son rire. C'était un homme faible. Je dis ça avec tristesse, pas avec haine. Il travaillait dans les assurances et détestait ça. Il rentrait, s'asseyait dans son fauteuil inclinable et regardait la télé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il voyait tout. Il voyait maman m'ignorer. Il voyait mes sœurs se moquer de moi. Parfois, je le surprenais à me regarder avec une expression triste d'excuse, mais il ne prenait jamais la parole. « Robert, dis à Amélie qu'elle ne peut pas porter ses chaussures », disait maman. « Amélie, écoute ta mère », marmonnait-il sans quitter la télé des yeux. Il choisissait la paix plutôt que la protection. Il me sacrifiait pour garder maman heureuse. D'une certaine manière, sa trahison faisait plus mal. Maman était méchante, mais papa était indifférent. Il était censé être mon protecteur, mais il n'était qu'un autre meuble, terrifié à l'idée d'être déplacé. Puis il y avait les princesses, Juliette et Chloé. Juliette avait 28 ans. Elle était l'aînée et la plus méchante. Elle travaillait comme réceptionniste dans un salon de coiffure, mais si vous lui demandiez, elle était influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle dépensait tout son salaire en vêtements et en maquillage, puis empruntait de l'argent à maman et papa pour payer sa voiture. Juliette me détestait parce que j'étais intelligente. Elle sentait que j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas, l'intelligence et la concentration, et elle essayait de l'écraser. « Regardez l'intello », disait-elle quand je rentrais avec des livres. « Tu vas étudier ? Tu n'as pas de vie ?» Elle adorait m'humilier. Si nous avions des invités, elle racontait des histoires embarrassantes sur moi quand j'étais enfant. Elle évoquait la fois où j'avais trébuché sur scène en CE2 ou la fois où j'avais été rejeté par un garçon au lycée. Elle se nourrissait de ma honte. Chloé avait 22 ans, le bébé. Elle n'était pas méchante comme Juliette. Elle était juste purement égoïste. Elle vivait dans un monde où elle était le personnage principal et tous les autres étaient des figurants. Chloé était la sensible. Si le pain grillé était brûlé, elle pleurait. S'il pleuvait un jour où elle voulait aller à la plage, elle piquait une crise. Maman et papa cédaient à tous ses caprices. Chloé est fragile, disait maman. Nous devons être doux avec elle. Alors, Chloé a eu la nouvelle voiture parce que la sienne faisait un bruit bizarre. Chloé a eu la plus grande chambre parce qu'elle avait besoin d'espace pour son article. Chloé a eu la carte de crédit parce qu'elle avait oublié la sienne. Et puis, tout en bas de la hiérarchie, il y avait moi, Amélie. J'étais la servante, la dépanneuse, le bouc émissaire. Mon rôle était d'absorber la négativité de la maison pour que les autres n'aient pas à le faire.
Quand Juliette avait une amende pour excès de vitesse, c'était d'une manière ou d'une autre ma faute pour ne pas l'avoir réveillée plus tôt pour qu'elle n'ait pas à se précipiter. Quand Chloé échouait à un cours à la fac, c'était ma faute pour ne pas l'avoir aidée à étudier. Même si je travaillais 60 heures par semaine, quand maman était de mauvaise humeur, j'étais la cible. Je me souviens d'un mardi soir précis, environ 3 mois avant le dîner de la trahison. J'étais rentré tard du travail, épuisé. Je suis entré dans la cuisine pour trouver un désastre. La vaisselle s'empilait haut dans l'évier. De la sauce tomate éclaboussait la cuisinière. Des boîtes de pizza étaient ouvertes sur le comptoir. Maman, papa, Juliette et Chloé étaient dans le salon, riant devant un film. Je suis entré. Quelqu'un m'a gardé à dîner, ai-je demandé. Maman ne s'est pas retournée. On a commandé des pizzas. Il reste peut-être une croûte. J'ai regardé dans la boîte. Elle était vide. Juste des taches de graisse. Et Amélie, a ajouté maman, nettoie la cuisine avant d'aller te coucher. J'ai fait de la sauce plus tôt et je suis trop fatigué pour nettoyer. Je viens juste de rentrer, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Je travaille depuis 7 heures ce matin. Juliette a ri. Oh, pauvre Amélie. Taper sur un clavier est si dur. Je suis debout toute la journée, a dit Juliette. Elle était assise à un bureau. Tu as la vie facile. Fais le juste, Amélie, a dit papa depuis son fauteuil. Ne commence pas une dispute. On essaie de se détendre. Je suis resté là un moment. J'ai regardé leur dos. Ils formaient une unité, un cercle fermé. J'étais à l'extérieur et je regardais à l'intérieur. Je suis allé à la cuisine. J'ai gratté la sauce séchée sur la cuisinière. J'ai rempli le lave-vaisselle. J'ai essuyé les comptoirs. J'ai mangé un morceau de pain grillé nature au-dessus de l'évier. J'ai lavé leurs assiettes. J'ai lavé les fourchettes qu'ils avaient utilisées pour se nourrir pendant que je mourais de faim. En frottant une tache tenace sur une casserole, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seulement leur fille. J'étais leur appareil électroménager. Je leur étais utile, mais je n'étais pas aimé par eux. Et on ne garde pas un appareil électroménager quand on déménage. On le vend. On le laisse derrière soi. On le remplace par un modèle plus récent. Je n'avais juste pas réalisé à quel point ma date d'expiration était proche. L'air dans la maison était étrange ce jour-là. Il semblait lourd, comme l'atmosphère avant un orage. J'étais rentré tôt, vers 17 heures. D'habitude, la maison était chaotique, mais aujourd'hui elle était calme, trop calme. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine. Elle ne cuisinait pas. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin. La cuisine était immaculée. Les comptoirs étaient débarrassés du désordre habituel. Pas de courrier, pas de clés, pas de tasses qui traînent. Salut, maman, ai-je dit en posant mon sac. Elle s'est tournée lentement. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux froids et évaluateurs. Le dîner est à 18 heures précises. Ne sois pas en retard. Lave-toi les mains. Est-ce que tout va bien, ai-je demandé. Sois juste à table, a-t-elle dit, et elle est sortie de la pièce. Mon estomac s'est noué. Une réunion de famille? Nous n'avions jamais de réunion de famille à moins que quelque chose n'aille pas. Quelqu'un était-il mort? Papa était-il malade? Je suis monté dans ma chambre. J'ai échangé mes vêtements de travail contre un pull confortable et un jean. Je me suis assise sur mon lit un instant en regardant autour de moi. Ma chambre était la plus petite de la maison. Elle contenait à peine mon lit et un petit bureau. Les murs étaient peints d'un gris pâle que j'avais choisi moi-même. C'était mon sanctuaire. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Papa était rentré. Puis les gloussements de mes sœurs. Ils étaient tous là. À 18 heures, je suis descendu. La table de la salle à manger était dressée. Pas avec les assiettes de tous les jours, mais avec la belle porcelaine. Il y avait un poulet rôti au centre, des légumes fumants et une salade. On aurait dit un dîner de Noël en plein mois d'avril. Tout le monde a pris place. Maman en bout de table, papa en face d'elle. Juliette et Chloé d'un côté, moi seul de l'autre. Maman a versé du vin pour elle et papa. Elle ne m'en a pas proposé. Manger,
a dit maman. Nous avons mangé en silence. Le seul bruit était le cliquetis des couverts sur la porcelaine. Le poulet rôti avait un goût de poussière dans ma bouche. Je ne pouvais pas avaler. J'observais ma famille. Papa transpirait. Il n'arrêtait pas d'essuyer son front avec sa serviette. Il refusait de me regarder. Il fixait intensément ses carottes. Juliette avait un sourire narquois. Elle n'arrêtait pas de lancer des regards à Chloé. Chloé avait l'air de s'ennuyer, picorant sa nourriture, vérifiant son téléphone sous la table. Maman mangeait avec précision. Couper, mâcher, avaler. Couper, mâcher, avaler. Finalement, maman a posé sa fourchette. Le bruit a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Robert, a-t-elle dit. Papa a sursauté légèrement. Il s'est raclé la gorge. Oui, Hélène. Dis-lui, a ordonné maman. Papa m'a regardé alors pendant une fraction de seconde avant que ses yeux ne fuient vers le mur derrière ma tête. Amélie, a-t-il commencé, sa voix faible. Nous avons des nouvelles. J'ai agrippé le bord de la table. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons vendu la maison, a dit papa. J'ai cligné des yeux. Vous avez vendu la maison? Cette maison? Oui, a interrompu maman. Sa voix était stable, vide de toute émotion. Nous avons accepté une offre il y a 2 mois. La vente a été finalisée hier. J'étais stupéfaite. Mais où allons-nous? Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Nous déménageons sur la côte d'Azur, à Nice, a dit maman. Ton père et moi prenons notre retraite. Le climat est meilleur là-bas. Nous avons acheté un bel appartement avec vue sur la mer. C'est parfait. Mon cerveau essayait de suivre. Il déménageait dans le sud. D'accord, ai-je dit lentement. C'est une grande nouvelle. Quand est-ce qu'on déménage? Maman a pris son verre de vin et a bu une gorgée. Elle m'a regardé par-dessus le bord. Nous déménageons demain. Je me suis figé. Demain? Les déménageurs viennent à 7 heures du matin, a dit maman. Tout est emballé. Les cartons sont dans le garage. Nous avons fait les cartons pendant que tu étais au travail ces dernières semaines. Je les ai regardés. Emballés pendant que j'étais au travail. Ça expliquait le silence, les portes fermées. Mais ai-je bégayé? Je n'ai rien emballé. Je travaille. Comment je peux tout emballer ce soir? Maman a posé son verre. Elle a croisé les mains sur la table. Elle m'a regardé avec un regard si direct et si froid que j'ai eu l'impression qu'elle m'avait giflé. Tu n'as pas besoin de faire tes bagages pour Nice, Amélie. Tu ne viens pas. Le monde s'est arrêté. L'horloge au mur a cessé de faire tic-tac. Quoi, ai-je chuchoté? L'appartement a 2 chambres, a expliqué maman comme si elle parlait à un enfant lent. Une chambre pour nous. Une chambre d'amis pour quand les filles viennent visiter. Elle a désigné Juliette et Chloé. Juliette emménage avec son petit ami la semaine prochaine, a continué maman. Et Chloé vient à Nice avec nous jusqu'à ce qu'elle trouve un travail là-bas. Elle restera dans la chambre d'amis. J'ai regardé mes sœurs. Juliette souriait ouvertement maintenant, un sourire cruel et satisfait. Chloé a fait un petit haussement d'épaule comme pour dire désolé, pas désolé. Alors, ai-je dit, ma voix tremblant. Je n'ai nulle part où aller. Tu as 26 ans, a dit maman. Il est temps que tu voles de tes propres ailes. Nous t'avons soutenu assez longtemps. Soutenu, ai-je dit, ma voix montant. Je paie un loyer. Je paie les courses. Je paie la facture internet. Je répare tout dans cette maison. Baisse d'un ton, a claqué maman. Tu es ingrate. Nous t'avons donné un toit au-dessus de ta tête. Maintenant le toit est vendu. Tu as 1 mois pour quitter les lieux. Les nouveaux propriétaires ne prennent pas possession avant 30 jours. Nous avons négocié ça spécifiquement pour toi. Tu vois, nous sommes généreux. Généreux, ai-je étouffé. Vous me laissez demain sans préavis. J'ai regardé mon père. Papa, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça. Papa a regardé son assiette. Ta mère pense que c'est le mieux, Amélie. C'est le moment pour toi de te lancer.
Me lancer? J'ai ri, un son hystérique, brisé. Vous ne me lancez pas. Vous m'expulsez. Appelle ça comme tu veux, a dit maman en se levant. Les déménageurs arrivent à 7 heures. Je te suggère d'aller dans ta chambre et de ne pas gêner. Nous avons un vol tôt. Juliette s'est penchée en avant. Ne t'inquiète pas, Amélie. Je suis sûr que tu trouveras un joli carton pour vivre dedans. Chloé a gloussé. Bonne chance pour payer un loyer en ville. C'est cher. Je les ai regardés. Ma famille, mon sang. Ils étaient assis là, bien nourris, confortables, regardant ma vie s'effondrer avec amusement. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Vous faites vraiment ça, ai-je demandé. C'est fait, a-t-elle dit. Maintenant débarrasse la table. Je ne veux pas de vaisselle sale pour les déménageurs. J'ai regardé les assiettes. Je les regardais. Non, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse. Pardon, a dit maman. Non, ai-je répété. Plus fort cette fois. Je ne débarrasse pas la table. Je ne fais pas votre vaisselle. Si je ne fais pas partie de cette famille, je ne suis plus votre servante. Je me suis tourné et je suis sorti de la pièce. Derrière moi, j'ai entendu ma mère halter. Amélie, reviens ici. J'ai continué à marcher. J'ai monté les escaliers. Je suis entré dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte. Et puis je me suis laissé glisser au sol et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop choqué pour pleurer. Je suis resté assise là dans le noir, à les écouter en bas. Ils riaient. Ils étaient déjà passés à autre chose. J'étais jetable. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, écoutant les bruits de la maison. Je les ai entendus bouger en bas jusqu'à tard. J'ai entendu les valises être zippées. J'ai entendu le bruit sourd des objets lourds déplacés vers le garage. À 6h30 du matin, les camions sont arrivés. J'ai entendu le grondement lourd du moteur dans l'allée. Le bip 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 alors qu'il reculait. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. C'était un camion de déménagement massif. 2 hommes en uniforme bleu en ont sauté. Maman était déjà dehors à pointer, diriger, commander. Elle avait l'air énergique, heureuse. J'ai mis un jean et un t-shirt. J'ai ouvert ma porte. Le couloir était déjà différent. Les photos avaient disparu des murs. La petite table avec le vase avait disparu. On aurait dit un hôtel qui fermait ses portes. Je suis descendu. Le chaos était organisé. Papa portait des cartons. Juliette et Chloé étaient assises sur le porche avant à boire du café, regardant les déménageurs travailler. Quand je suis entré dans le salon, maman m'a arrêté. Bien, tu es levé, a-t-elle dit. Elle m'a tendu un jeu de clés. Ce sont les doubles des clés. Laisse-les sur le comptoir quand tu partiras dans un mois. Ne les perds pas, elle n'a pas demandé comment j'avais dormi. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Amélie, a dit papa. Il tenait un carton marqué drap chambre principale. Il avait l'air fatigué. Amélie, Robert, mets ça dans le camion, a aboyé maman. Papa a fermé la bouche. Il m'a regardé avec des yeux tristes et humides, puis s'est tourné et est sorti. Je me suis tenu dans le coin du salon et je les ai regardés démanteler ma vie. Ils ont pris le canapé où nous regardions des films, surtout des films que je ne voulais pas regarder, mais quand même. Ils ont pris la table à manger où ils venaient de me trahir. Ils ont pris la télé, les tapis, les lampes. Ils ont dépouillé la maison jusqu'à l'os. Vers 11 heures, la maison était une chambre d'écho. Des grains de poussière dansaient dans les rayons de soleil qui frappaient le parquet nu. Les murs avaient des carrés pâles là où les photos étaient accrochées. Maman se tenait près de la porte d'entrée. Elle avait son sac à main sur l'épaule. Papa attendait déjà dans la voiture. Juliette et Chloé étaient dans leur propre voiture. Maman m'a regardé. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle ne m'a pas touché. Les charges sont payées jusqu'à la fin du mois, a-t-elle dit. Après ça, il coupe tout. Assure-toi que les poubelles sont sorties le mardi. C'est tout, ai-je demandé.
Sait-on au revoir? Ne sois pas dramatique, Amélie, a-t-elle dit. On t'enverra un SMS quand on sera installé. Essaie de ne pas mettre le bazar avant de partir. Elle s'est retournée. Elle est sortie. Elle ne s'est pas retournée. J'ai regardé par la fenêtre. Maman est montée sur le siège passager de la voiture de papa. Elle a vérifié son maquillage dans le miroir. Papa a démarré le moteur. Ils sont sortis de l'allée. Juliette a suivi. Chloé a suivi. Ils sont partis dans une caravane d'indifférence. Je me tenais au centre du salon vide. Le silence était assourdissant. Il pressait contre mes oreilles. J'étais seul. Vraiment, complètement seul. Je me suis laissé tomber sur le sol. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. C'était le moment où j'aurais dû craquer. J'aurais dû sangloter. J'aurais dû paniquer. J'avais un mois pour trouver un appartement. Je n'avais pas de meubles. Je venais d'être rendue orpheline par des parents encore en vie. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la réalité m'envahir. Ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont jeté. Ils ont planifié ça pendant des mois. Pendant que je réparais leur Wi-Fi, ils signaient des papiers. Pendant que je lavais leur vaisselle, ils faisaient des cartons. Pendant que j'essayais d'être une bonne fille, ils m'effaçaient. La douleur était un poids physique dans ma poitrine. On aurait dit une pierre. Mais alors que j'étais assise là à respirer l'odeur de la poussière et de la cire à parquet, la pierre a commencé à changer. Elle a cessé de ressembler à du chagrin. Elle a commencé à ressembler à autre chose. Elle semblait froide. Elle semblait dure. Elle ressemblait à une fondation. Il pensait m'avoir brisé. Il pensait que j'étais la faible, le meuble. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé autour de la pièce vide. Ils avaient pris les meubles. Ils avaient pris les décorations. Ils avaient pris leur bruit, leurs exigences et leur cruauté, mais ils avaient laissé la maison. Et ils avaient fait une erreur massive et arrogante. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai déverrouillé et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé le solde. Puis j'ai ouvert mes emails. J'ai fait défiler jusqu'à un dossier marqué « Projet maison ». J'ai ouvert l'email du notaire, Maître Leroux, que j'avais engagé il y a 2 mois. L'objet disait « Confirmation de la signature ». J'ai relu le texte juste pour en ressentir la puissance. Chère mademoiselle Amélie Valois, félicitations. L'acte a été enregistré. Vous êtes la propriétaire officielle de la propriété au 42 rue des Chênes. Les vendeurs ont accepté la période de location de 30 jours, après quoi la pleine possession vous revient. Je me suis levé. Mes jambes ne tremblaient plus. Ils n'avaient pas juste vendu la maison. Ils l'avaient vendue à une société appelée AV Technologies. Ils pensaient vendre à un investisseur sans visage qui la démolirait ou la louerait. Ils ne savaient pas que AV signifiait Amélie Valois. Ils ont vendu leur maison à la fille qu'ils ont repoussée et ils ne le savaient même pas. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai verrouillée. Le bruit du pêne dormant qui glisse en place était le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Je n'étais pas sans abri. Je n'étais pas impuissante. J'étais la propriétaire. Et dans 6 mois, quand ils réaliseraient ce qu'ils avaient fait, ils allaient regretter de ne pas avoir traité le meuble avec un peu plus de respect. Je suis allé dans la cuisine. Elle était vide, mais elle était à moi. Je suis allé dans le salon. Il était nu, mais il était à moi. J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois en 26 ans, l'air dans cette maison ne sentait pas la peur. Il sentait la liberté. Je n'avais pas besoin de faire mes bagages. Je n'avais pas besoin de partir. J'avais du travail à faire. J'avais une maison à rénover. Et j'avais une vie à construire. 1 mois. C'est ce qu'il m'avait donné. J'ai regardé l'endroit vide où se trouvait la table à manger. 1 mois, ai-je dit à voix haute. Ma voix n'a pas tremblé. Que le jeu commence. Vous vous demandez peut-être comment le meuble de la famille, la fille ignorée, réduite au silence et traitée comme une servante, a réussi à acheter une maison au nez et à la barbe de ses parents. Ce n'était pas de la magie. C'était de la colère. Et c'était de la préparation.
L'histoire de comment j'ai acheté la maison a commencé en fait 2 mois avant le dîner de la trahison. Ça a commencé un mardi après-midi, une journée qui ressemblait à toutes les autres. J'étais au travail. Comme je l'ai mentionné, ma famille pensait que j'étais une employée de support informatique de bas niveau. Ils pensaient que je passais mes journées à réinitialiser des mots de passe et à ramper sous les bureaux pour brancher des câbles. C'est ce qu'ils disaient à leurs amis. Amélie travaille avec des ordinateurs, disait ma mère avec un geste dédaigneux de la main. Ça paie les factures, je suppose. La vérité était très différente. J'étais ingénieur bac-end senior pour une grande entreprise de fintech. J'avais été promu 3 fois en 4 ans, j'avais aussi des parts dans l'entreprise. Et parce que je n'avais pas de vie sociale, puisque ma famille exigeait tout mon temps libre, j'avais une activité parallèle. Je créais des plugins spécialisés pour des sites de commerce électronique. C'étaient de petits morceaux de code peu glamour, mais ils étaient utilisés par des milliers de magasins. Chaque mois, des redevances étaient déposées discrètement sur un compte dont mes parents ignoraient l'existence. J'avais de l'argent. J'avais des économies. J'avais un excellent crédit. Je n'avais juste pas de voix. Ce mardi-là, j'étais assise à mon bureau, mangeant un sandwich, faisant défiler mon téléphone. Une alerte a surgi d'une application immobilière que j'avais téléchargée il y a des années, surtout pour rêver de déménager. Nouvelle annonce dans votre secteur. 42 rue des Chênes. Mon cœur s'est arrêté. 42 rue des Chênes. C'était mon adresse. J'ai fixé l'écran. J'ai cru que c'était un bug. J'ai actualisé la page. L'annonce s'est chargée. Il y avait une photo de la façade de notre maison prise depuis la rue. L'herbe était fraîchement coupée. Les parterres de fleurs étaient désherbés. Je savais qu'ils étaient désherbés parce que je l'avais fait moi-même ce samedi-là. Charmante maison coloniale de 4 chambres dans un quartier recherché. Vendeurs motivés prenant leur retraite sur la Côte d'Azur. Retraite sur la Côte d'Azur. J'ai senti un afflux de sang à la tête. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai cliqué sur les photos. Il y avait le salon, la salle à manger, la cuisine, la chambre de mes parents, la chambre de Juliette avec ses posters au mur, la chambre de Chloé avec ses guirlandes lumineuses, et puis la photo numéro 18. C'était ma chambre, mais ce n'était pas ma chambre. Sur la photo, mon lit était là, mais ma couette avait disparu. Elle avait été remplacée par une couette blanche générique. Mes livres avaient disparu de la table de chevet. Le tableau que j'avais peint, la seule chose à moi sur le mur, avait été décroché. Ils avaient mis en scène ma chambre pour qu'elle ressemble à une chambre d'amis. Ils m'avaient effacé. Je suis resté assise là sur ma chaise de bureau, entourée par le bourdonnement des serveurs et le bavardage de mes collègues, et j'ai senti une rage froide envahir mon corps. Ils vendaient la maison. Ils ne m'avaient rien dit, et à en juger par les photos, ils avaient planifié ça depuis des semaines. Ils avaient attendu que je sois hors de la maison pour laisser entrer le photographe. Ils avaient littéralement dépouillé la pièce de mon identité pour la rendre plus attrayante pour un acheteur. J'étais un fantôme dans ma propre maison. J'ai fermé l'onglet du navigateur. J'ai posé mon téléphone. J'ai pris une grande inspiration. Pendant 26 ans, j'avais réagi à eux. J'avais pleuré. J'avais mendié de l'attention. J'avais essayé d'être bonne. J'avais essayé d'être utile. Cette fois, je n'allais pas réagir. J'allais agir. J'ai repris mon téléphone. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé mon père. J'ai cherché un avocat spécialisé en immobilier. J'ai trouvé un homme nommé Maître Leroux. Il avait 5 étoiles et un visage aimable. J'ai appelé son cabinet. J'ai besoin de faire une offre sur une maison, ai-je dit à la réceptionniste. Mais ça doit être anonyme. Les vendeurs ne peuvent pas savoir qui je suis. J'ai rencontré Maître Leroux le lendemain pendant ma pause déjeuner. C'était un homme plus âgé avec des lunettes à monture métallique et un bureau en désordre. Il m'a regardé avec curiosité. « Pourquoi ce secret, mademoiselle Valois ?» a-t-il demandé. D'habitude, les acheteurs veulent que les vendeurs sachent qu'ils sont sérieux. Les vendeurs sont mes parents, ai-je dit. S'ils savent que c'est moi, ils ne vendront pas. Ils pensent que je suis fauchée. Ils pensent que je suis impuissante. Ils veulent se débarrasser de moi, et je veux les laisser faire.
Maître Leroux m'a regardé longuement. Puis il a hoché la tête. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas jugé. Il a juste sorti un bloc-notes. Nous pouvons former une société, a-t-il dit. Une société civile immobilière ou une holding. Appelons-la. Voyons. AV Technologies. Ça sonne assez ennuyeux. Parfait, ai-je dit. Je serai le visage de la transaction, a-t-il expliqué. Je communiquerai avec leur agent. Votre nom n'apparaîtra pas sur la promesse de vente vue par les vendeurs. Il n'apparaîtra que sur l'enregistrement final de l'acte qui se produit après la clôture de la vente. Peut-on faire ça vite, ai-je demandé. Si vous avez les fonds, nous pouvons le faire très vite. Les offres en liquide parlent. Je lui ai montré mon relevé bancaire. Les sourcils de Maître Leroux ont bondi. D'accord, a-t-il dit. Mademoiselle Valois, vous êtes une jeune femme très capable. C'était la première fois que quelqu'un m'appelait comme ça depuis des années. Les semaines suivantes ont été un flou de double jeu. Le jour, j'allais au travail et je gérais l'achat. La nuit, je rentrais et je jouais le rôle de la fille ignorante. C'était atroce. Je rentrais et je voyais ma mère faire des cartons. Qu'est-ce qu'il y a dans le carton, maman, demandai-je un soir. Juste du désencombrement, mentait-elle sans me regarder. Je donne de vieilles choses. Elle emballait ses vases en cristal. On ne donne pas des vases en cristal. Je les regardais me mentir en face chaque jour. Papa, pourquoi tu peins les plaintes, demandai-je un dimanche. Juste de l'entretien, Amélie. La maison vieillit, marmonna-il. Il la préparait pour l'inspection. Mon inspection? J'avais engagé un inspecteur recommandé par Maître Leroux. J'ai dit à mes parents que je devais travailler tard ce jour-là pour ne pas être là quand il viendrait. Je ne voulais pas accidentellement rire ou pleurer en regardant un inconnu inspecter le toit que j'étais sur le point d'acheter. Le rapport est revenu propre. La maison était solide. Elle avait juste un cœur pourri. Puis est venue la négociation. Mes parents étaient avides. Ils ont mis la maison en vente pour 50 000 € de plus qu'elle ne valait. Maître Leroux m'a appelé. Ils en demandent trop, Amélie. On devrait faire une contre-offre. Non, ai-je dit. Donnez-leur le prix demandé, mais j'ai des conditions. Quelles conditions? Je veux une signature rapide sous 30 jours, et je veux une clause qui dit que la propriété est vendue en l'état, mais que les vendeurs doivent vider tous leurs biens personnels. Et j'ai fait une pause. Je veux leur donner une option de location temporaire. Une occupation précaire? Oui, ils peuvent rester dans la maison pendant 30 jours après la vente. Je ne veux pas les mettre dehors immédiatement. Je veux qu'ils pensent qu'ils ont du temps. Vous êtes une meilleure fille qu'ils ne le méritent, a marmonné Maître Leroux. Nous avons soumis l'offre, une offre au prix fort en comptant de la part d'AV Technologies. Ma mère était extatique. Je me souviens du soir où leur agent les a appelés. Nous mangions des tacos. Le téléphone de ma mère a sonné. Elle a répondu et son visage s'est illuminé. Content? Elle a pratiquement couiné. Au prix demandé. Oh mon Dieu. Oui. Oui, nous acceptons. Elle a raccroché et a saisi les mains de mon père. Robert, on l'a fait. Une entreprise technologique a acheté la maison, une société d'investissement. Ils ont payé cash. Juliette a applaudi. C'est incroyable. Ça veut dire que vous avez de l'argent en plus pour l'appartement à Nice, c'est ça? Oui, rayonnait maman. On est riche. J'étais assise là à mâcher mon taco. J'étais la société d'investissement. J'étais l'entreprise technologique. J'étais celle qui les rendait riches. Et ils ne me regardaient même pas. Et pour Amélie, a demandé papa doucement. Où est-ce qu'elle ira? Maman a agité la main. Oh, elle se débrouillera. C'est une adulte. C'est notre chance, Robert. On ne peut pas la laisser nous retenir. J'ai bu mon eau pour cacher le sourire qui luttait pour se former sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était un sourire tranchant, dangereux. Elle se débrouillera. Oui, mère. Je me suis débrouillé. La vente a eu lieu pendant que j'étais au travail. J'ai en fait pris ma journée et je suis allé au bureau de Maître Leroux.
J'ai signé les papiers. J'ai viré l'argent. J'ai tenu les clés, mon propre jeu de clés dans ma main. Quand je suis rentré ce soir-là, le panneau vendu était dans le jardin. Mes parents faisaient sauter le champagne. Amélie a appelé maman. Prends un verre de champagne. On a une grande nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, jouant à l'idiote. On a vendu la maison, a-t-elle annoncé. À une grande entreprise. On déménage sur la Côte d'Azur. Félicitations, ai-je dit. J'ai pris le verre. Au nouveau propriétaire. Au nouveau propriétaire, a acclamé maman. J'espère qu'ils la démoliront. J'en ai fini avec cet endroit. J'ai bu le champagne. Il avait un goût de victoire. C'était le secret. C'était le pouvoir silencieux. Pendant qu'il me traitait comme une enfant incapable de lasser ses propres chaussures, j'exécutais la plus grosse transaction financière de leur vie. Je gardais ce secret en moi comme un charbon ardent. Il me tenait chaud quand il me disait de partir. Il me gardait stable quand il partait. Il pensait m'abandonner dans une maison vide. Il ne savait pas que j'avais l'acte de propriété dans ma poche. La première nuit seule dans la maison était étrange. J'ai verrouillé la porte après leur départ. Le silence était lourd. Pendant des années, les bruits de cette maison avaient été les bruits de mon oppression, les pas secs de ma mère, la télé bruyante de Juliette, les claquements de porte. Maintenant, il n'y avait rien, juste le ronronnement du réfrigérateur et le vent dehors. J'ai commandé une pizza, une grande pepperoni juste pour moi. Je me suis assise sur le sol du salon, pile au centre, et je l'ai mangée à même la boîte. Je n'avais pas de table, je n'avais pas de chaise, mais j'avais la paix. J'ai dormi par terre cette nuit-là sur un matelas de camping que j'avais acheté. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le dos raide, mais quand j'ai ouvert les yeux, je n'ai pas ressenti cette terreur familière. D'habitude, je me réveillais en me demandant, de quoi maman va-t-elle être fâchée aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire aujourd'hui? Personne n'était fâché. Personne n'avait besoin de moi. Je me suis levé, je me suis étiré et j'ai regardé les murs vides. D'accord, ai-je dit. Il est temps d'exorciser les fantômes. La rénovation a commencé ce week-end-là. Je ne voulais pas juste meubler la maison. Je voulais la réclamer. J'avais besoin de gratter leur énergie hors des murs. Ma mère adorait le beige. Mur beige, tapis beige, rideau beige. Elle disait que c'était élégant. Je trouvais que c'était étouffant. Je suis allé au magasin de bricolage et j'ai acheté de la peinture, pas beige. J'ai peint le salon d'un vert sauge doux et chaleureux. J'ai peint la cuisine d'un jaune vif et joyeux, une couleur que ma mère détestait notoirement. Elle appelait le jaune vulgaire. Je trouvais que ça ressemblait au soleil. J'ai peint mon ancienne chambre, la pièce qu'ils avaient effacée, d'un bleu marine profond et calme. Je l'ai transformée en bureau. Je n'allais plus dormir là. Je prenais la chambre principale. Prendre la chambre principale était un obstacle psychologique. La première fois que j'y suis entré, j'ai eu l'impression d'être une intruse. C'était la chambre de la reine. C'était là que les décisions étaient prises. J'ai arraché la moquette. Elle sentait l'eau de Cologne de mon père et la laque de ma mère. J'ai fait refaire les planchers de bois franc en dessous jusqu'à ce qu'ils brillent. J'ai acheté un lit, un immense lit king size avec une tête de lit en velours. J'ai acheté des draps en lin blanc avec un grand nombre de fils. J'ai acheté des oreillers qui ressemblaient à des nuages. J'ai acheté un canapé pour le salon, pas en cuir. J'ai acheté un canapé d'angle gris doux dans lequel on pouvait s'enfoncer. J'ai acheté des tapis colorés. J'ai acheté des plantes, des dizaines de plantes, des monstras, des figuiers lyres, des poteaux. J'ai rempli la maison de vie. J'ai dépensé l'argent que j'économisais depuis des années. Et chaque euro dépensé me donnait l'impression de racheter un morceau de mon âme. Ma vie professionnelle a changé aussi. Sans le drainage constant des drames de ma famille, j'avais de l'énergie. Je ne me précipitais pas à la maison pour cuisiner le dîner pour des gens ingrats. Je ne passais pas mes week-ends à faire des courses pour Chloé. Je restais tard au bureau parce que je le voulais. J'ai pris un nouveau projet en dirigeant une équipe de développeurs juniors. Un jour, ma patronne Sarah m'a appelé dans son bureau. Amélie, a-t-elle dit, tu es différente ces derniers temps.
Je me suis tendu. Différente en mal? Non, a-t-elle souri. Différente en bien. Tu es plus légère. Tu prends plus la parole en réunion. Tu sembles confiante. Quoi que tu fasses, continue. J'ai souri. Je me suis juste débarrassé d'un poids mort à la maison, ai-je dit. Eh bien, ça te va bien, a-t-elle dit. On te donne une augmentation et une prime. Je suis sorti de son bureau en me sentant mesurer 3 mètres de haut. 6 mois ont passé. La maison était méconnaissable. Ce n'était plus la maison de la famille Valois. C'était la maison d'Amélie. J'avais des amis, de vrais amis, des gens du travail et quelques amis de la fac avec qui j'avais repris contact. On faisait des dîners. On s'asseyait sur mes chaises de cuisine jaune, on buvait du vin et on riait. Personne ne se moquait de moi. Personne ne m'interrompait. Personne ne me disait de débarrasser la table pendant qu'ils se détendaient. J'étais heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. Je les avais presque oubliés. Ils étaient à Nice. Je supposais qu'ils vivaient leur vie de retraité parfaite. Ils avaient envoyé quelques SMS au début. Maman, semaine 1, nous sommes arrivés. L'appartement est plus petit qu'on pensait. Chloé se plaint de la chaleur. Papa, semaine 3, sais-tu où sont les dossiers d'impôts? Je crois que je les ai laissés au grenier. Juliette, moi 2, et, tu peux me faire un virement de 50 €? Je suis juste pour le loyer. J'ai ignoré Juliette. J'ai répondu brièvement à papa. J'ai envoyé un emoji pouce levé à maman. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone pour leur approbation. Je me fichais qu'ils aiment ma photo de profil. Je me fichais qu'ils commentent mon statut. J'avais coupé le cordon. Mais l'univers a une façon de vous tester juste quand vous pensez être en sécurité. C'était un mardi soir, exactement 6 mois après leur départ. J'étais assise sur mon canapé en velours à lire un livre. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer une brise fraîche. Mon chat, que j'avais adopté, une chatte nommée Luna, ronronnait sur mes genoux. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Je l'ai ramassé. C'était un SMS de maman. Maman, pourquoi es-tu encore là? J'ai fixé l'écran. Mon estomac a fait un petit bond, un réflexe fantôme de la vieille peur. Pourquoi es-tu encore là? Comment savait-elle? J'ai réalisé alors, Madame Martin, la voisine d'en face. Madame Martin était une commère notoire. Elle et ma mère parlaient pendant des heures. Madame Martin avait dû voir ma voiture dans l'allée. Elle avait dû voir les lumières allumées. Ma mère pensait que je squattais. Elle pensait que l'entreprise technologique qui avait acheté la maison n'avait pas encore emménagé ou laissé la maison vide et que moi, désespérée et pathétique Amélie, j'étais entré par effraction pour y vivre illégalement. J'ai regardé le SMS à nouveau. Pourquoi es-tu encore là? Un deuxième SMS est arrivé. Maman, Madame Martin dit qu'elle voit ta voiture. Tu es entré par effraction? Les nouveaux propriétaires vont appeler la police. Tu vas nous faire honte. Sors immédiatement. Elle ne s'inquiétait pas que je sois arrêté. Elle s'inquiétait de l'embarras. Elle s'inquiétait que sa fille, la squatteuse, ruine sa réputation dans l'ancien quartier. J'ai senti une bulle de rire monter dans ma poitrine. Ça a commencé bas et s'est monté jusqu'à ce que je ris aux éclats dans mon salon vide et magnifique. Elle n'en avait aucune idée. J'ai tapé une réponse. Mes doigts volaient sur l'écran. Moi, je n'entre pas par effraction, maman. Je prends juste soin de l'endroit. J'ai appuyé sur envoyer. Maman, tu es incroyable. J'appelle ton père. On va devoir revenir là-bas et régler ça. Je n'arrive pas à croire que tu sois si irresponsable. Moi, revenir de Nice? C'est un long voyage. Maman, on prévoyait de revenir la semaine prochaine de toute façon pour voir Juliette. On vient à la maison. Si tu es là, tu as intérêt à avoir une bonne explication. Elle pensait qu'elle me menaçait. Elle pensait qu'elle allait débarquer, gronder son enfant rebelle et sauver la situation. Elle ne savait pas qu'elle marchait dans un piège. J'ai regardé autour de mon salon. J'ai regardé les murs sauges, le tapis coûteux, l'art que j'avais choisi. Allez venez, ai-je chuchoté à la pièce vide. Venez voir. J'ai posé le téléphone.
Je n'ai pas fui. Je ne me suis pas caché. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre de vin. La reine revenait dans son château. Mais elle allait découvrir que les serrures avaient été changées et qu'il y avait une nouvelle souveraine sur le trône. J'étais prête. Le jour de leur arrivée était un samedi. Il pleuvait, une bruine grise et lente qui faisait briller le trottoir. Je les attendais depuis 3 jours. Ma mère m'avait envoyé des mises à jour par SMS sur leur trajet depuis l'aéroport. Surtout des menaces déguisées en mises à jour de voyage. Nous sommes à 20 minutes. J'espère que tu as fait tes valises. Nous ne jouons pas, Amélie. Je ne jouais pas non plus. J'étais assise dans le salon à boire du café dans une tasse qui disait le patronne. Un cadeau de mon amie Sarah. Je portais ma tenue préférée, un legging doux et un pull en cachemire oversize. J'avais l'air à l'aise. J'avais l'air d'être à ma place. À 14h15, une voiture s'est garée dans l'allée. C'était une voiture de location, une berline argentée. J'ai regardé par la fenêtre avant alors que les portes s'ouvraient. Ma mère est sortie la première. Elle avait l'air exactement pareille, mais étrangement différente. Ses cheveux étaient un peu plus courts. Son bronzage était un peu plus profond, le soleil du sud. Mais son expression était la même, pincée, malheureuse, celle qu'elle portait toujours quand elle devait s'occuper de moi. Mon père est sorti ensuite. Il avait l'air plus vieux. Il était voûté, luttant avec un parapluie. Puis les portes arrière se sont ouvertes. Juliette et Chloé, elles avaient dû prendre l'avion pour les retrouver. Toute l'équipe était là. Ils ont remonté l'allée. Maman marchait devant. Le général menant ses troupes. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas sonné. Elle a juste plongé la main dans son sac, sorti une clé et l'a enfoncée dans la serrure. J'étais assise sur le canapé et j'écoutais. Grattement, grattement, secousse. La clé ne tournait pas. J'avais changé les serrures le jour de leur départ. Mais qu'est-ce que... J'ai entendu maman marmonner. Elle a réessayé. Elle a secoué la poignée. C'était bloqué. Robert, viens m'aider. La serrure est coincée. Papa a tripatouillé la porte. Ça ne tourne pas, Hélène. C'est peut-être la mauvaise clé. C'est la seule clé, a-t-elle claqué. Elle a dû la changer. Cette petite ingrate. Elle a commencé à marteler la porte. Amélie. Amélie, ouvre cette porte tout de suite. Je sais que tu es là. Madame Martin a vu ta voiture. J'ai bu une gorgée de mon café. J'ai posé la tasse sur le sous-verre. Je me suis levé, j'ai lissé mon pull et j'ai marché vers la porte. J'ai déverrouillé le pen dormant. Clic. J'ai ouvert la porte. Ma mère a failli tomber en avant, le poing levé pour frapper à nouveau. Elle s'est rattrapée et m'a foudroyé du regard. Enfin, a-t-elle soufflé. Pourquoi as-tu changé les serrures? Sais-tu à quel point c'est illégal? Tu squattes dans une maison qui appartient à elle. S'est arrêtée. Elle avait regardé par-dessus mon épaule. Elle s'attendait à voir la coquille vide et poussiéreuse qu'elle avait laissée derrière elle. Elle s'attendait à voir sa fille ratée dormir sur un matelas par terre entouré de déchets. Au lieu de cela, elle a vu les murs vert sauge. Elle a vu le canapé d'angle gris coûteux. Elle a vu l'art abstrait sur les murs. Elle a vu le figuier lire dans le coin atteignant le plafond. Elle a vu la lueur chaude des nouvelles lampes. Sa bouche est tombée ouverte. Quoi, a-t-elle chuchoté? Elle m'a bousculé. Elle est entrée dans le salon, ses chaussures mouillées couinant sur les parquets refaits. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle demandé en tournant sur elle-même. D'où viennent ces meubles? Papa est entré derrière elle, secouant son parapluie. Il a regardé autour de lui, clignant rapidement des yeux. Waouh, a-t-il dit. C'est joli. Juliette et Chloé se sont entassées dans le couloir. Waouh, a dit Chloé. Tu as braqué un magasin de meubles? Juliette a plissé les yeux. Les nouveaux propriétaires ont emménagé? Tu travailles pour eux. C'est pour ça que tu es là. Tu es la bonne? Ça a piqué, mais je ne l'ai pas montré. Bonjour, maman. Bonjour, papa, ai-je dit calmement. S'il vous plaît, enlevez vos chaussures.
Je viens de faire refaire les parquets. Maman m'a ignoré. Elle touchait le tissu du canapé. Elle a regardé l'étiquette sur un coussin. C'est cher, a-t-elle marmonné. Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés de panique. Amélie, qu'est-ce que tu as fait? Tu es entrée par effraction et tu as décoré? Les propriétaires vont nous poursuivre. Ils vont penser que c'est nous. Nous avons vendu cette maison vide. Tu dois sortir ces affaires, a dit papa nerveusement. Si l'entreprise voit ça, Amélie, tu vas nous attirer des ennuis. L'entreprise sait, ai-je dit. Ils savent, a demandé maman. Tu leur as parlé. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je ne leur ai rien dit, ai-je dit. Parce que je ne me parle pas à moi-même. La pièce est devenue silencieuse. Le seul bruit était la pluie frappant la fenêtre. Quoi, a dit Juliette. Elle a ri, un son sec et nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne te parles pas à toi-même. Tu es bizarre, Amélie. Je me suis dirigé vers la table d'appoint. J'ai ramassé une chemise cartonnée que j'avais préparée. Asseyez-vous, ai-je dit. Je ne m'assierai pas sur des meubles volés, a claqué maman. Ce n'est pas volé, ai-je dit. Et ce ne sont pas les meubles de l'entreprise. Ce sont les miens. Cette maison est à moi. J'ai tendu le dossier. Maman me l'a arraché des mains. Elle l'a ouvert. Ses yeux ont parcouru la première page. C'était une copie de l'acte de propriété. Adresse du bien, 42 rue des Chênes. Propriétaire, AV Technologies. AV Technologies, allume maman à voix haute. Tu vois, c'est une société. Tu mens. Regarde la deuxième page, ai-je dit, les statuts de la société. Maman a tourné la page. Ses yeux ont filé vers le bas. Gérante et associée unique, Amélie Valois. Elle s'est figée. Elle l'a relu. Elle a rapproché le papier de son visage. Amélie Valois, a-t-elle chuchoté. AV, ai-je dit. Amélie Valois. AV Technologies. Maman a levé les yeux vers moi. Son visage était pâle, vidé de toute couleur. Elle a regardé du papier à moi, puis de retour au papier. Toi, a-t-elle dit. Tu as acheté la maison. Oui, ai-je dit. Mais, a bégayé papa. C'était une offre en liquide. Des centaines de milliers d'euros. Où? Comment? J'ai un travail, papa, ai-je dit. Un bon travail. Je l'ai depuis des années. Vous n'avez juste jamais demandé. Mais tu travailles dans l'informatique, a dit Juliette. Tu répares des imprimantes. Je suis ingénieur logiciel senior, les jeux corrigés. Je construis les systèmes que les banques utilisent pour traiter les paiements. Je gagne 3 fois ce que gagne papa. J'ai vu le choc les frapper comme une vague physique. La mâchoire de Juliette est tombée. Chloé avait l'air confuse, comme si elle essayait de faire des maths dans sa tête. Papa avait l'air honteux, mais maman. Maman avait l'air en colère. Elle a jeté le dossier sur la table basse. Tu nous as piégés, a-t-elle crié. Je ne vous ai pas piégés, ai-je dit. J'ai fait une offre. Vous l'avez acceptée. Tu t'es caché derrière une société, a-t-elle hurlé. Tu nous as laissé croire qu'on vendait à des étrangers. Tu nous as laissé déménager à Nice. Vous vouliez déménager à Nice, lui ai-je rappelé. Vous m'avez dit de partir. Vous m'avez donné 1 mois. Souvenez-vous, tu ne viens pas avec nous. C'est ce que vous avez dit. Mais si on avait su que tu avais ce genre d'argent, maman s'est tue. Ses yeux se sont plissés. Si on avait su, on ne te l'aurait pas vendu. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que vous auriez voulu que je vous donne l'argent à la place. Parce que vous vous seriez attendu à ce que je paie votre retraite et que je vive toujours dans la petite chambre. Elle n'a pas répondu. Le silence était la réponse. On l'a vendu 50 000 € au-dessus du marché, a chuchoté papa. Tu as payé un supplément. J'ai payé ce qu'il fallait, ai-je dit. Pour garder ma maison, pour garder le seul endroit sûr que j'ai jamais connu, et pour le rendre vraiment sûr. Tu as de l'argent, a dit Juliette lentement. Elle a regardé autour de la pièce avec une nouvelle expression. Ce n'était plus de la moquerie. C'était de l'avidité.
Tu es riche. Je suis à l'aise, ai-je dit. Et tu nous as laissé galérer, a dit maman. Elle a croisé les bras. On vit dans un appartement de la taille d'une boîte à chaussures. La clim est tombée en panne la semaine dernière. On meurt de chaud là-bas, et toi tu es assise ici dans le luxe. Vous avez choisi le sud, ai-je dit. Vous avez choisi de vendre. Vous avez choisi de me laisser derrière. Nous sommes une famille, a crié maman. On ne fait pas ça à la famille. C'est drôle, ai-je dit. J'ai senti un calme froid et dur s'installer en moi. Parce que c'est exactement ce que vous m'avez fait. L'air dans la pièce était épais. La réalisation s'ancrait. Leur fille meuble, celle qu'ils ignoraient, celle dont ils se moquaient, avait toutes les cartes en main. Maman a changé de tactique instantanément. La colère a fondu, remplacée par un air de martyr blessé. Elle s'est assise sur le canapé qu'elle avait refusé de toucher un instant plus tôt. Elle a soupiré, un long son tremblant. Amélie, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant dans ce ton manipulateur que je connaissais si bien. Je pense qu'on a tous fait des erreurs ici. On était stressés. Le déménagement était dur. On ne voulait pas te faire sentir exclu. Exclu? J'ai ri. Vous m'avez mise à la porte. Vous m'avez donné 30 jours. On essayait de t'aider à grandir, a renchéri papa, prenant exemple sur maman. On voulait que tu sois indépendante. Et regarde, ça a marché. Tu as acheté une maison. On est fiers de toi. Fier, ai-je demandé. Vous n'êtes pas fier. Vous êtes choqué et vous êtes embarrassé. Ne sois pas comme ça, a dit Juliette. Elle s'est approchée et s'est assise sur la coudoir du canapé. Alors, puisque tu as toute la place, je pourrais peut-être rester ici un peu. Le sud c'est ennuyeux. Mes amis me manquent ici. Ouais, a ajouté Chloé en regardant la grande télé fixée au mur. Cet endroit est vraiment cool maintenant. Je peux récupérer mon ancienne chambre? Mais on peut la peindre en rose? Je les ai regardés. Ils étaient comme de l'eau. Ils coulaient dans n'importe quel récipient disponible. Ils voyaient une ressource et ils essayaient immédiatement de la consommer. Non, ai-je dit. Quoi, a dit Juliette. Non, ai-je répété. Vous ne pouvez pas rester ici. Aucun de vous. Amélie, sois raisonnable, a dit maman. Nous sommes tes parents. Nous sommes en visite. Tu as 4 chambres. Tu ne peux pas nous renvoyer. Je peux, ai-je dit. Et je le fais. Je me suis tenue au centre de la pièce. Je me sentais grande. Pendant 26 ans, ai-je dit, ma voix stable. J'ai vécu dans cette maison. Et pendant 26 ans, vous m'avez fait sentir comme une invitée. Non, pas une invitée. Un fardeau. Ce n'est pas vrai, a protesté papa faiblement. C'est vrai, ai-je dit. Vous avez oublié mes anniversaires. Vous êtes partis en vacances sans moi. Vous m'avez fait nettoyer derrière tout le monde. Vous parliez par-dessus moi. Vous regardiez à travers moi. J'ai regardé maman. Tu m'as dit que j'étais ennuyeuse, ai-je dit. Tu m'as dit que je prenais trop de place. Eh bien, regarde autour de toi, maman. Je possède l'espace maintenant. Nous t'avons aimé, a pleuré maman, les larmes montant à ses yeux. C'étaient de fausses larmes. Je les avais vues 1000 fois. Nous t'avons nourri. Nous t'avons habillé. Vous avez fait le strict minimum requis par la loi, ai-je dit. Mais vous ne m'avez jamais vu. Vous n'avez jamais demandé qui j'étais. Vous n'avez jamais demandé ce que je voulais. Vous vouliez juste que je sois silencieuse et utile. On est là maintenant, a dit Juliette avec pétulance. On te voit maintenant. Non, ai-je dit. Vous voyez mon argent. Vous voyez ma maison. Vous voyez ce que vous pouvez obtenir de moi. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand. La pluie tombait toujours. Je veux que vous partiez, ai-je dit. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit maman. Elle n'a pas bougé. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas réservé d'hôtel. Nous pensions rester ici. Vous pensiez rester dans une maison vide avec une squatteuse, ai-je demandé. Où pensiez-vous mettre la squatteuse dehors et rester gratuitement?
Quoi qu'il en soit, le plan a échoué. Amélie, s'il te plaît, a dit papa. Il avait l'air vraiment vieux à ce moment-là. Nous sommes fatigués. J'étais fatigué aussi, papa, ai-je dit. J'ai été fatigué pendant des années. J'étais fatigué quand je cuisinais vos dîners. J'étais fatigué quand je payais vos factures. J'étais fatigué quand tu regardais ton assiette pendant que maman me disait de dégager. J'ai pointé l'extérieur. Aller à l'hôtel. Aller chez un ami. Retourner à Nice. Je m'en fiche. Mais vous ne restez pas ici. Maman s'est levée. Son visage s'est durci à nouveau. Les larmes ont disparu instantanément. Tu es une fille cruelle et vindicative, a-t-elle craché. Tu as planifié ça. Tu nous as piégés. Je me suis protégé, ai-je dit. Il y a une différence. Si tu nous jettes dehors, a menacé maman. Ne t'attends pas à ce qu'on t'appelle. Ne t'attends pas à faire partie de cette famille. Maman, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Je ne fais plus partie de cette famille depuis longtemps. Tu as juste rendu ça officiel quand tu as vendu la maison. Elle a halté. Elle a attrapé son sac. Viens, Robert, a-t-elle commandé. Venez les filles. Elle est folle. Elle a marché vers la porte. En passant devant moi, elle s'est arrêtée. Elle a regardé la maison une dernière fois. Les murs chaleureux, les beaux meubles, le foyer qu'elle n'avait jamais su créer parce qu'elle était trop occupée à être froide. Tu seras seule, a-t-elle dit. Tu seras toute seule dans cette grande maison. Je préfère être seule dans ma maison, ai-je dit, que seule dans une maison pleine de gens qui ne m'aiment pas. Elle a tressailli. Elle est sortie sous la pluie. Papa a suivi. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Il m'a regardé et pendant une seconde j'ai vu une lueur de regret. Amélie, a-t-il dit doucement. Au revoir, papa, ai-je dit. Je ne me suis pas adouci. Il avait eu sa chance de parler. Il avait eu 26 ans de chance. Juliette et Chloé sont passées devant moi en tapant du pied, levant les yeux au ciel, marmonnant que j'étais une sorcière et une perdante. Je les ai regardées remonter dans la voiture de location. J'ai regardé les feux arrière s'allumer en rouge alors qu'ils reculaient hors de l'allée. Je les ai regardés s'éloigner dans la rue mouillée. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé le pêne dormant. Clic. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. Mon cœur battait dans ma poitrine, un rythme frénétique. Boum, boum, boum. Mais ensuite, il a ralenti. J'ai pris une grande inspiration. J'ai senti la pluie, la peinture fraîche et le café. Je me suis retourné et j'ai regardé mon salon. Il était vide d'eux. L'énergie négative était partie. Le jugement était parti. Je n'étais pas brisé. J'étais libre. L'après-coup n'a pas été explosif. C'était calme. Et le calme était exactement ce dont j'avais besoin. Ils sont retournés à Nice le lendemain. Je le sais parce que ma tante, la sœur de ma mère, qui ne m'appelait jamais, m'a soudainement appelé pour me dire à quel point j'étais sans cœur de mettre mes parents à la rue. Ils ont dû rester dans un hôtel Ibis. Amélie, m'a-t-elle grondé. Sais-tu à quel point c'est embarrassant pour ta mère? Je suis désolé qu'ils se sentent embarrassés, ai-je dit à ma tante. Mais ma maison n'est pas un hôtel pour les gens qui m'ont expulsé. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro. Ce fut le début de la purge. Au cours des semaines suivantes, j'ai reçu un barrage de messages. Juliette a envoyé de longs SMS décousus me traitant d'égoïste, puis demandant un prêt dans le même paragraphe. Tu es vraiment une sale type. Maman pleure toute la journée. Au fait, tu peux me prêter 200 €? Ma voiture est en panne. Bloqué. Chloé a envoyé des photos d'elle en train de pleurer avec des légendes comme « La sororité est morte ». Bloqué. Maman a envoyé des emails, de longs essais culpabilisants sur combien elle s'était sacrifiée pour moi, à quel point j'étais ingrate, et comment Dieu me punirait pour avoir déshonoré mes parents. Elle ne s'est jamais excusée une seule fois. Elle n'a jamais admis une seule fois que vendre la maison dans mon dos était mal. Bloqué. Papa n'a pas appelé. Je pense qu'il avait trop honte. Ou peut-être que maman ne le laissait pas faire. Lentement, le bruit s'est estompé.
Le caprice numérique a cessé de m'atteindre. Mon téléphone est redevenu un appareil de communication, pas une grenade que j'avais peur de toucher. J'ai continué à construire ma vie. J'ai fini de rénover le jardin arrière. J'ai installé un brasero et des guirlandes lumineuses. J'ai planté un potager, tomates, basilic, poivrons. J'ai appris que j'aimais jardiner. J'aimais nourrir les choses et les regarder grandir, quelque chose que mes parents n'avaient jamais fait pour moi. Mon 27e anniversaire approchait. L'ancienne Amélie aurait été anxieuse. Je me serais demandé si quelqu'un s'en souviendrait. Je me serais préparé pour une pizza tiède et une soirée à servir mes sœurs. La nouvelle Amélie a organisé une fête. J'ai invité mon équipe du travail. J'ai invité mes amis du cours de yoga. J'ai invité Maître Leroux, mon avocat, qui était devenu une sorte de mentor pour moi. Le soir de mon anniversaire, ma maison était pleine de lumière et de rire. La musique jouait. De la musique que j'aimais, pas le jazz mou sur lequel ma mère insistait. Nous avons commandé des sushis, des plateaux entiers. Nous avons bu du champagne. Maître Leroux a levé un verre. À Amélie, a-t-il dit. La magnate de l'immobilier la plus intelligente que je connaisse. Tout le monde a ri et applaudi. À Amélie, a crié Sarah. La meilleure patronne de tous les temps. J'ai regardé autour de la pièce. Ces gens se fichaient de mon rang dans une hiérarchie familiale. Ils m'aimaient parce que j'étais gentille. Ils me respectaient parce que j'étais intelligente. Ils étaient là parce qu'ils voulaient être là. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le champagne. C'était le sentiment d'appartenance. J'avais construit ça. J'avais construit cette maison, cette carrière, ce cercle d'amis. Plus tard cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise près du brasero dans le jardin. Le feu crépitait, envoyant de petites étincelles orange vers le ciel nocturne. J'ai pensé à ma famille à Nice. Je les imaginais dans leur appartement exigu, amers et en colère, racontant à qui voulait l'entendre l'histoire de leur fille ingrate. Ils étaient probablement malheureux. Je ne me sentais pas heureuse de leur malheur. La vengeance est une chose lourde à porter, et je ne voulais pas la porter. Je me sentais juste trop détaché. C'étaient des gens que je connaissais autrefois. C'était une leçon que je devais apprendre. J'ai sorti mon téléphone. J'avais une dernière chose à faire. Je suis allé dans mes contacts. J'ai fait défiler jusqu'à maman, papa, Juliette, Chloé. Je n'ai pas envoyé de SMS méchants. Je n'ai pas envoyé de photos de ma fête. J'ai juste appuyé sur supprimer. Un par un, je les ai retirés de mon téléphone. Je les ai retirés de ma vie. Le respect de soi ne concerne pas la vengeance. Il ne s'agit pas de leur faire payer. Il s'agit de leur retirer la capacité de vous faire payer. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé les étoiles. Elles semblaient plus brillantes depuis mon jardin qu'elles ne l'avaient jamais été auparavant. Je m'appelle Amélie. J'ai 27 ans. Je suis propriétaire. Je suis ingénieur. Et pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je suis censé être.